Bonjour à tous, dans cette nouvelle série je vais vous parler des différents styles de l'histoire des idées des échecs, parce que les échecs, même si c'est un jeu qu'on associe souvent aux mathématiques ou à quelque chose de plutôt scientifique, il y a aussi des courants qu'on pourrait associer presque à ce qu'on retrouve dans la littérature, dans la peinture ou dans les arts. Et donc je vais vous prendre trois figures qui ont marqué le siècle dernier, qui ont beaucoup influencé, on va dire, l'histoire des idées échiquéennes. Et donc on va commencer aujourd'hui avec un joueur un peu particulier, qui est un joueur que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Rudolf Spielmann. C'était un joueur qui est né en 83 à Vienne, donc c'était un joueur autrichien. C'était un joueur qui venait d'une famille juive, ce qui a beaucoup influencé sa vie, puisqu'il est mort dans des conditions dramatiques dans la solitude à Stockholm en 42, et qu'il a dû fuir en fait une bonne partie de la fin de sa vie. Il a dû fuir le nazisme, il a perdu une partie de sa famille aussi dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un joueur qui a vraiment appartenu à l'élite des échecs à l'époque, puisqu'il s'est maintenu à un top niveau en gagnant énormément de tournois. Il a gagné un grand prix à Stockholm, il a gagné plusieurs tournois où il y avait les champions du monde qui jouaient, il y avait Capablanca, il y avait Alekhine. Et c'est par exemple, si on devait citer une stat à propos de ce joueur, c'est un joueur qui a un score égal contre Capablanca, qui est considéré comme un des meilleurs champions du monde et un des meilleurs joueurs carrément de tous les temps, un des plus solides en particulier. Il a un score de 2 victoires, 2 défaites et 8 nuls. Donc ça vous dit peut-être rien, mais faut savoir que Capablanca a roulé sur tout le monde pendant une vingtaine d'années sans sourciller, donc c'est une stat vraiment impressionnante. Et ce joueur, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup, puisque il est vraiment associé à un courant qu'on appelle le courant des romantiques aux échecs. Et donc le courant romantique, je vous disais, ça fait écho à ce qu'on peut entendre sur la littérature ou dans le monde des arts en général. Et c'était vraiment une espèce de catégorie de joueurs à part qui jouait tout pour l'attaque et qui avait un style hyper flamboyant. Donc ça se caractérisait par des choix d'ouverture hyper aigus. Donc si on reparle de Spielmann, par exemple, c'est beaucoup de gambits viennois, de gambits rois, même si à la fin de sa vie, il jouait plutôt D4, comme tous les joueurs de haut niveau à l'époque. Mais voilà, c'est un style plutôt aigu, c'est une tendance à l'attaque, vraiment tout pour attaquer le roi de l'adversaire et pour poser des problèmes très concrets très vite. Et donc on est loin des échecs qu'on voit aujourd'hui, plus feutrés, plus influencés par l'ordinateur par exemple. C'est vraiment le joueur qui pour moi symbolise le mieux ce style-là. Il a écrit un livre qui s'appelle L'art du sacrifice aux échecs, qui moi m'a beaucoup marqué quand j'étais petit et que je vous recommande si jamais vous avez l'occasion de vous le procurer. C'est un super bouquin où il commande ses parties et il revient sur ses meilleures combinaisons. Et donc quand on regarde ses meilleures parties, en fait, je vais essayer de vous démontrer ça avec deux exemples choisis, mais vous allez voir que c'est vraiment un festival d'attaque, c'est plein d'idées hyper créatives. Et en même temps, ça permet aussi si vous ne savez pas trop ce que c'est le style tactique, le style dont je vous parlais, ça vous permet de vous familiariser avec ça, c'est-à-dire de voir que dans des positions apparemment calmes, où on est encore à l'ouverture, il y a toutes les pièces sur l'échiquier, il arrive à générer un danger énorme sur le roi de l'adversaire, alors qu'on ne le voit pas forcément venir. Et je vais essayer de vous convaincre, je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. On passe tout de suite à l'analyse de la partie de Spielmann contre un adversaire qui s'appelait Max Walter. C'est une partie qui a été jouée en 1928. Et comme vous voyez, c'est une carocane. Et donc sur cette carocane, Spielmann il a choisi la variante des 2 cavaliers. Et son adversaire a joué cavalier F6, qui est une variante qui est un peu passée de mode. Elle a eu un revival il y a quelques années, mais il y a plusieurs problèmes pour les noirs dans cette position. Il y a un plan avec E5, qui est le coup qu'on a envie de jouer parce qu'on passe la moitié de terrain. Vous voyez, on attaque tout de suite le cavalier de l'adversaire, on prend de l'espace. Et sur cavalier E4, on peut jouer des plans intéressants avec cavalier E2, cavalier G3. On va dire que c'est pas le coup le plus joué par les noirs aujourd'hui. Mais en fait ici, Spielmann joue dame E2 qui met la pression sur le cavalier en E4, c'est un bon coup, qui force, ou qui incite cavalier prend C3. Puis on prend, et là on a quand même beaucoup d'éléments pour dire que les blancs commencent à être plutôt pas mal. Ils ont ouvert la porte des 2 fous, ils ont un avantage d'espace, et les noirs ont sorti aucune pièce. Et en fait, ça c'est des éléments pour un joueur avec un style, comme je vous disais, romantique, un joueur aussi agressif que Spielmann, il va transformer ça très vite, en fait, on va voir. Les noirs ont choisi B6, et B6, déjà on peut un peu questionner ça, parce que le fou avait déjà une diagonale pour sortir, il pouvait aller en G4, il pouvait aller en F5. B6, on sent que les noirs ils veulent jouer fou A6 pour gagner du temps sur la dame. C'est pas forcément idiot comme idée, mais ça paraît très lent, quoi. Au vu de ce que je vous ai dit, il y a déjà du temps en plus pour les blancs. Et les blancs n'ont pas investi de matériel pour l'instant. Ils n'ont pas payé ça comme dans un gambit avec un pion ou 2 pions. Et donc là, Spielmann il a joué cavalier de D4 comme coup. Cavalier de D4, c'est un coup intéressant, c'est un coup qui prépare un thème dont on va parler dans cette partie, dans une prochaine partie que je vous montrerai sur cette chaîne. C'est-à-dire qu'ici, après C5, les blancs, ils ont un coup intéressant, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour essayer de réfléchir dans cette position, mais c'est un coup qui est, je trouve, qui répond à plusieurs objectifs, c'est-à-dire à la fois le jeu purement tactique et agressif, et aussi le fait de créer des faiblesses positionnelles autour du roi, c'est-à-dire de créer des cases faibles, de créer des cases fortes pour nous et des cases faibles chez l'adversaire, et ce coup, c'est le coup E6. Donc si vous l'avez trouvé, félicitations, parce que c'est un coup qui est risqué.
Qu'est-ce qui se passe si les noirs prennent le cavalier? Parce qu'on pourrait se dire que le cavalier est gratuit, et donc j'imagine que vous vous posez la question. Et là, en fait, il y a tout de suite un gros problème pour les noirs dans cette position, puisque les blancs peuvent jouer un coup très très fort. Encore une fois, vous pouvez mettre pause ici, c'est plus facile à trouver que le coup précédent. Le coup, c'est Dame B5 échec. On voit que le roi, il est un peu pris au piège, le roi des noirs. Et sur Dame B5, Fou D7, les blancs ont un très joli coup, ils peuvent jouer Dame prend D5, qui attaque la tour en A8 qui n'est pas protégée, et qui menace mat en 1 en F7. Donc, pour cette raison, sur E6, c'est pas évident pour les noirs d'aller croquer le cavalier qui est en prise en D4. Pareil, Fou prend E6 était aussi une possibilité dans la position, et au moins ça permettait aux noirs d'échanger une paire de pièces. C'est-à-dire que dans cette variante-là, on a la structure qui est très très faible ici pour les noirs, avec un pion en E7, on ne sait pas trop comment on va réussir à le pousser, on a des courants d'air énormes autour du roi. Et là, je vous invite à réfléchir aussi un peu dans cette position. Par exemple, si les noirs jouent un coup comme Dame D7 pour proposer un échange de dames, ça vaut le coup que vous posiez 30 secondes, encore une fois, la vidéo, que vous réfléchissiez à est-ce que vous échangeriez plutôt les dames, est-ce que vous garderiez les pièces, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on peut essayer de trouver du jeu sur le roi des noirs dans cette position. Et évidemment, pour un joueur comme Spielmann, qui est hyper affûté tactiquement, il y a un coup qui fait très très mal, c'est que puisque le fou de case blanche des noirs a disparu, on voit qu'il y a des courants d'air énormes sur les cases noires dans cette position. Et donc en fait ici le coup fou B5 pose de gros problèmes au noir immédiatement. Ça cloue la dame sur le roi, donc après dame prend B5, dame C8 échec, extrait le roi, dame F5 échec, roi E8, au passage si le roi vient se cacher en G8, on le mate en E6, donc dans la partie roi E8, enfin dans la variante que je vous montre plutôt roi E8, dame H5 échec, et là il y a un très joli thème en fait, c'est-à-dire qu'on va essayer de générer une fourchette, de forcer les noirs à se mettre en situation de fourchette, c'est-à-dire que si le roi, qui est en échec actuellement, passe sur la colonne D, on croque en D5 et on croque la tour sur échec, donc tout va bien. Par contre, si les noirs jouent le coup G6, il y a un coup intermédiaire. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un coup intermédiaire, c'est dans une séquence de coups, c'est un coup qu'on insère au milieu et qui souvent, si l'adversaire l'a raté, fait très très mal. C'est-à-dire ici, par exemple, le coup Dame E5, c'est un coup très malin avant de prendre en D5, c'est-à-dire qu'on force la tour à passer sur blanc, tour G8, enfin Dame prend D5, fourchette. Et là, vous voyez ce que je voulais dire au niveau des cases blanches, c'est un gruyère la position des noirs. Et donc là, c'est complètement foutu dès l'ouverture. Donc ça, c'est un exemple de variante. Mais sur E6, dans la partie, l'adversaire, il a joué pion prend E6. Et là, il faut faire un bilan de la position. Donc vous pouvez vous entraîner à faire ça. C'est toujours une bonne chose d'essayer de voir les forces et les faiblesses des deux camps. Mais après, pion prend, en fait, les noirs, ils se sont dit qu'ils gardaient la pression sur ce cavalier en D4. Par contre, ils ont un très mauvais fou. Ils ont un deuxième très mauvais fou. Ils ont des courants d'air énormes sur cette diagonale-là. Et il y a la case en E5 qui, je ne sais pas pour vous, mais pour moi elle clignote. Cette case, je me dis que si j'avais les blancs, je m'efforcerais d'y planter un cavalier qui serait indélogeable, puisqu'il n'y a aucun pion qui peut venir l'enlever de là. Et donc la position elle commence à être dangereuse là, pour les noirs. Dame H5 échec. Ici les noirs ont joué roi D7, qui est un coup ambitieux, mais ils ne voulaient pas s'affaiblir avec, comme dans la variante que je vous ai montrée, c'est-à-dire laisser des courants d'air comme ça. Donc roi D7. Et là, coup très simple, on va dire un coup positionnel presque, c'est un coup calme dans la tempête. C'est le coup cavalier F3. Et juste, regardez, on va replacer ces pièces vers la case E5. Et ça, c'est un thème, si vous devez retirer un truc de cette partie, c'est juste qu'il va jouer sur cette case forte, tout simplement, et les noirs vont jamais pouvoir réussir à sortir la tête de l'eau à partir de là. Roi C7, cavalier E5, il occupe la case forte, fou D7, cavalier F7, et là, les noirs, on dirait qu'ils s'en sortent de la fourchette, vous voyez qu'il y avait sur la dame et sur la tour, ils s'en sortent en faisant un cloage sur notre dame. Sauf qu'en fait, on a un coup intermédiaire qui fait, encore une fois, qui pose un problème au noir, c'est dame E5 échec, roi bouge, et là, plutôt qu'aller manger la tour, je ne sais pas si c'est ce que vous auriez fait vous avec les blancs, plutôt qu'aller manger la tour tout de suite, en fait il va générer une menace supplémentaire à tous les coups, il va jouer plutôt fou F4 qui menace mat en 1 et qui accélère le développement des blancs. Donc fou F4, on menace dame C7 échec et mat tout de suite, puisque le roi ne peut pas sortir en A6 à cause de l'autre fou, donc C4. Et avec ce coup, les noirs se donnent une porte de sortie ici. Le roi peut fuir en A6, et là, si on fait un bilan de la position, ça a l'air catastrophique visuellement ce qu'ont fait les noirs. Ils ont développé qu'une pièce, c'est le fou en D7, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'être un des fous les plus tristes de l'histoire des échecs. Ce fou en D7, c'est un très mauvais fou. La dame en E8, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. L'autre pièce qui est développée, c'est le roi en A6, et on voit qu'il avait fait un fianchetto au début, il avait joué B6. Quand il a joué B6 au troisième coup, il n'avait pas prévu que ce soit pour installer le roi qui se serait baladé tout le long de l'échiquier pour aller cueillir des champignons en A6. Donc là, la position des noirs, elle commence à prendre l'eau de tous les côtés, quoi. Ici, il y a un très joli coup, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris la tour pour une raison simple avec les blancs, c'est qu'il s'est donné la possibilité d'utiliser la 8e rangée, en fait. Et donc il a trouvé le coup cavalier D8 qui est très joli.
Et la raison pour laquelle les blancs peuvent faire cavalier D8 ici, c'est parce que les noirs ne se sont pas développés, et donc contrôlent pas, ils ne sont pas maîtres des cases qu'il y a dans leur camp, c'est-à-dire la case D8, normalement on n'y a pas accès, on ne peut jamais mettre un cavalier comme ça sur la case D8 de l'adversaire s'il a bien joué, quoi. Les noirs ont joué cavalier C6, ils se développent mais c'est un peu tard, dame B7 échec, protégé par le cavalier, roi B5, A4, donc tout ça c'est des coups plutôt simples. Et ici, pareil, dernier moment de la partie où je vous laisse mettre pause, mais là on a le finish le plus typiquement romantique, on va dire, qui soit. Donc je ne vais pas vous donner trop d'indications, mais voilà, mettez pause si vous trouvez le mat. Et félicitations à ceux qui ont trouvé le coup. Vous voyez que le roi des noirs, il est complètement dans la sauce. Là, le roi, il n'a aucune case, il est pris au piège en C5, il peut s'échapper nulle part, toutes les cases autour de lui sont contrôlées. Et donc ici, il faut réfléchir, faut essayer de trouver un moyen de donner échec au roi sans lui générer de nouvelles cases. C'est-à-dire que si on joue un coup comme B4, par exemple, les noirs peuvent prendre en passant, ils peuvent sacrifier le cavalier, ça doit évidemment gagner. Il y a un peu tout qui gagne, hein, évidemment, dans cette position. Si on joue fou E3, on libère cette diagonale qu'on occupait, donc on lui rend la case D6 au roi de l'adversaire. Donc tout ça, c'est pas quelque chose qui doit nous attirer. À l'inverse, il a pensé vraiment de manière très subtile, il s'est dit tout ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un moyen de donner mat avec ce cavalier qui a deux cases, enfin qui a une case d'un échec, que ce soit en B7 ou en E6. Et donc il a trouvé le très joli dame prend C6, force, fou prend, et cavalier prend échec et mat. Donc voilà, c'est un bijou, je trouve, cette partie, et elle a une valeur pédagogique que je trouve qui est énorme, parce que même si c'est une partie qui est juste esthétiquement, elle est vraiment magnifique, il y a aussi beaucoup d'idées qui sont assez éclairantes sur ce thème avec E6, dans son bouquin, il appelle ça l'attaque de nuit, j'ai aucune idée de pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est un thème qu'il faut connaître, c'est-à-dire que c'est un sacrifice de pion temporaire qui permet de faire des courants d'air énormes en attaquant le pion interdit, c'est-à-dire ce pion en F7 qui, dès qu'il disparaît, ça fait des courants d'air dans tous les sens, et on voit que les noirs ont pris l'eau très très vite. Donc voilà, j'espère que cette rencontre avec Spielmann, elle vous aura plu, et je vais vous en dire plus dans une prochaine vidéo à son sujet, et j'espère que vous comprendrez pourquoi c'est un de mes joueurs préférés depuis que moi je suis tout petit, quoi.